18 fractures, défigurées par le miroir. À 23 ans, c'est dur. Elle venait de remporter l'Eurovision. Un rôle au cinéma l'attendait. Le monde s'ouvrait à elle. Mais un accident a tout bouleversé. En une seule nuit, l'avenir d'Isabelle Aubray s'est brisé, tout comme le rêve d'une vie qu'elle avait imaginée. Ce qui a suivi ne fut pas seulement de la douleur physique, mais des années de solitude silencieuse, d'amour perdu, et d'une famille qu'elle n'aurait jamais. Alors qu'elle approche des 90 ans, sa voix reste légendaire, mais sa vie raconte une histoire bien plus triste. Que lui a-t-il réellement été volé cette nuit-là? Et pourquoi, malgré les ovations, a-t-elle fini si seule? Voici l'autre visage d'Isabelle Aubray, la voix d'or de la chanson française et la gloire de l'Eurovision. Isabelle Aubray, née Thérèse Coquerel, en 1938 à Marquette-les-Lilles, est l'une des voix les plus précieuses de la chanson française. Son héritage repose non seulement sur un style vocal unique, mais aussi sur des décennies de dévouement à la musique, à la culture et à la vie publique. Connue à l'international pour avoir remporté le concours Eurovision de la chanson en 1962 avec Un premier amour, Aubray demeure un symbole de l'élégance musicale française et de la persévérance artistique. À 18 ans, elle se produisait déjà avec un orchestre local au Havre. Son talent fut rapidement repéré par des figures clés de l'industrie musicale. L'un de ses premiers grands soutiens fut Bruno Cocatrix, le directeur emblématique de l'Olympia. Après l'avoir remarqué lors d'un concours musical, il l'oriente vers le circuit des cabarets de Pigalle, ce monde vibrant où de nombreux artistes légendaires ont fait leur début. Jacques Canetti, célèbre directeur artistique et découvreur de talents, notamment Brel et Brassens, prit Isabelle sous son aile. Grâce à lui, elle enregistre son premier 45 tours et construit peu à peu son répertoire tout en se perfectionnant sur les scènes parisiennes. Dès ses débuts, elle séduit par sa clarté vocale et la profondeur émotionnelle de ses interprétations. En 1961, elle participe à la sélection nationale pour l'Eurovision et termine 3e. Cette visibilité prépare le terrain pour l'année suivante, où elle est choisie pour représenter la France, surpassant des candidats comme Serge Gainsbourg et Alain Barrière. Lors du concours de 1962 organisé à Luxembourg, elle interprète Un premier amour, une ballade poignante qui conquiert le cœur du public et des jurés. Sa performance offre à la France sa 3e victoire à l'Eurovision et propulse Aubray sur la scène internationale. Après son triomphe, elle devient une figure incontournable de la chanson française. Elle collabore avec de nombreux artistes majeurs, dont Jean Ferrat, avec qui elle entretient une relation artistique et personnelle forte. Ses interprétations des textes engagés et lyriques de Ferrat témoignent de sa capacité à allier finesse vocale et profondeur poétique. Elle attire aussi l'attention du cinéaste Jacques Demy, qui pense à elle pour le rôle principal des Parapluies de Cherbourg, en 1963. Le rôle échoua finalement à Catherine Deneuve, mais cette proposition démontre l'impact culturel d'Aubray à cette époque. En 1968, elle revient à l'Eurovision avec La Source, offrant à la France une belle 3e place. Tout au long de sa carrière, Aubray restera étroitement liée au concours et participera à de nombreuses tournées internationales, incarnant la chanson française avec élégance et engagement. Durant les décennies suivantes, sa carrière continue de s'épanouir. Elle enregistre des dizaines d'albums dans des styles variés, rendant hommage aux poètes comme Aragon et Ferré, ou puisant dans les traditions populaires françaises. Sa voix, souvent décrite comme cristalline et émotive, donne vie aux textes les plus poétiques. Elle tourne également à l'étranger. En 1986, elle reprend des tournées internationales majeures, visitant l'Union soviétique, le Canada et la Tunisie, consolidant ainsi sa renommée mondiale. Partout, elle est saluée pour son authenticité et la sincérité de ses prestations. En 1992, le président François Mitterrand lui remet la Légion d'honneur, l'une des plus hautes distinctions françaises.
Cette reconnaissance souligne non seulement ses succès artistiques, mais aussi son rôle dans la valorisation de la culture française. Isabelle Aubray a enregistré plus de 40 albums. Son répertoire mêle créations originales et reprises intemporelles des grands auteurs de la chanson. Son dernier album studio, paru en 2016, est une œuvre introspective qui confirme l'éclat durable de son art. Femme d'engagement, elle a toujours défendu la paix, la justice et la liberté artistique. Elle s'est impliquée dans des causes humanitaires et culturelles, affirmant le pouvoir de la musique comme force de cohésion et d'inspiration. Elle est aussi devenue une figure importante de la défense de la chanson française face à la montée de la musique commerciale mondialisée. Aujourd'hui octogénaire, Isabelle Aubray demeure une icône de la chanson hexagonale. Sa carrière incarne l'excellence artistique, la fierté culturelle et un engagement indéfectible envers son art. Sur la scène de l'Eurovision, à l'Olympia ou dans des théâtres intimistes, elle a toujours porté la sincérité émotionnelle comme étendard. Les débuts douloureux. Mais sa vie fut loin d'être un long fleuve tranquille. Le poids des épreuves pesait sur ses épaules dès le premier jour. Isabelle Aubray a grandi dans l'un des environnements les plus rudes qu'on puisse imaginer pour une jeune fille pleine de rêves. Issue d'une modeste famille ouvrière à Marquette-les-Lilles, elle était la 5e d'une fratrie de 11 enfants. Son père, contremaître dans une filature, et sa mère, d'origine ukrainienne, peinaient à subvenir aux besoins d'un foyer aussi nombreux. La famille vivait dans une maison exiguë, sans aucun confort moderne, pas de chauffage, pas d'isolation, et aucune intimité. Dans ce cadre, les privations étaient constantes, mais les plaintes interdites. Très tôt, Isabelle comprend que la résilience n'est pas un choix, mais une nécessité. Selon ses propres mots, il faut affronter la vie avec ses propres armes, sans jamais compter sur l'aide d'autrui. Il n'y avait pas de place pour la faiblesse. Elle a appris à ne pas pleurer. Personne dans la maison n'attendait de gestes tendres ni n'exprimait ses besoins affectifs. Cette austérité émotionnelle a façonné l'identité d'Isabelle. Elle se décrit comme une femme formée par le silence et l'effort, par une détermination muette à avancer sans se plaindre. Vue de l'extérieur, son enfance pouvait sembler dépourvue d'amour, mais pour elle, c'était une école de force intérieure. Ce stoïcisme, cultivé dans un foyer où la survie primait sur la tendresse, allait plus tard nourrir sa ténacité dans un milieu artistique exigeant. Malgré la rudesse du quotidien, quelques instants de joie venaient illuminer l'obscurité. Chaque semaine, ses parents emmenaient les enfants au cinéma, un rituel qui apportait évasion et rêve. C'est lors d'une de ces séances, à l'âge de 4 ans, en découvrant Blanche-Neige de Disney, que la petite Thérèse ressentit son premier appel. Elle serait artiste. Elle rêva d'abord de devenir actrice, puis ballerine. Elle s'inscrivit à des cours de danse classique et de théâtre, n'hésitant pas à marcher de longues distances pour s'y rendre après ses épuisantes journées à la filature. À 14 ans, elle quitte l'école et commence à travailler à plein temps comme bobineuse à l'usine textile Lemaire d'Estombes à Saint-André, où son père était également employé. Le vacarme des machines, l'odeur de l'huile et la fatigue physique devinrent le décor quotidien de son existence. Pourtant, elle ne renonce pas. En parallèle, elle nourrit sa passion pour la musique et le théâtre. Elle participe à des concours de chants locaux, s'entraîne à la gymnastique, devenant championne nationale de France en 1952, et joue dans des pièces de théâtre amateurs. Son professeur d'art dramatique finit par la présenter à un directeur de la radio de Lille, lui ouvrant la toute première porte vers une scène publique. Chaque pas qu'elle franchit à partir de là ne fut pas le fruit du privilège, mais celui d'une volonté brute, forgée dans l'effort. Les 2 tragédies qui ont bouleversé sa vie. La carrière d'Isabelle Aubray a été brisée à 2 reprises par des accidents catastrophiques qui lui ont laissé des cicatrices aussi bien physiques qu'émotionnelles. Le premier survient aux premières heures du 29 avril 1963. Isabelle n'a alors que 23 ans.
Elle vient de remporter le concours Eurovision de la chanson l'année précédente et s'apprête à franchir un cap décisif dans sa carrière, le cinéma. Elle a été choisie par le réalisateur Jacques Demy pour tenir le rôle principal dans Les Parapluies de Cherbourg, une occasion rêvée de passer du statut de chanteuse à celui de vedette du grand écran. Mais 2 semaines avant le début du tournage, elle est victime d'un grave accident de voiture. Le choc est violent. Elle sombre dans le coma pendant 2 jours. Le diagnostic est accablant. 18 fractures. Le rétroviseur de la voiture explose et lui blesse le visage, la défigurant. Dans une interview en 2016, elle se souvient. 18 fractures, défigurées par le miroir à 23 ans, c'est dur. Le timing est d'une cruauté implacable. Alors qu'elle est inconsciente dans un lit d'hôpital, le rôle de sa vie lui échappe. La production, contrainte de poursuivre, choisit Catherine Deneuve, qui accédera dès lors à la célébrité mondiale. Pour Aubrey, ce n'est pas seulement une occasion manquée, c'est une fracture existentielle. Cet accident a été un désastre dans ma vie, confiera-t-elle plus tard. Les conséquences vont bien au-delà de sa carrière. Ses blessures auront des séquelles durables sur sa santé, dont certaines affecteront son système reproductif et l'empêcheront d'avoir des enfants. Il y a eu mon premier accident, et les hommes de ma vie ne voulaient pas de ça, avouera-t-elle des années après. Malgré le traumatisme, Aubrey se bat pour retrouver la scène. Elle reçoit un soutien aussi inattendu que bouleversant. Jacques Brel lui offre les droits à vie d'interprétation de sa chanson « La Fanette », un geste de solidarité et d'aide financière qu'elle n'oubliera jamais. Elle y verra la preuve de sa grandeur, en tant qu'homme et en tant qu'artiste. Près de 20 ans plus tard, en 1982, le destin frappe à nouveau. À ce moment-là, Aubrey est une artiste confirmée et internationalement reconnue. Elle vient d'être élue meilleure chanteuse du monde par le public japonais en 1976 et en 1980. Elle est en pleine tournée et bénéficie d'un regain d'admiration. Mais alors qu'elle répète pour le gala de l'Union des artistes, elle accepte de relever un défi audacieux. Exécuter un numéro de trapèze volant, une prouesse spectaculaire, mais risquée pour quelqu'un sans formation en cirque. Sous la supervision de son partenaire de scène, le boxeur Jean-Claude Boutier, l'irréparable se produit. Elle chute de très haut et s'écrase au sol avec une telle violence qu'elle se brise les 2 jambes. L'ampleur des blessures est dramatique. Les médecins redoutent qu'elle ne puisse plus jamais marcher. La convalescence s'annonce longue, douloureuse, épuisante. Isabelle passera 2 années entières en rééducation, affrontant quotidiennement la souffrance physique et l'angoisse d'une vie immobile. Tous ses concerts sont annulés. Une fois de plus, elle se retrouve face au spectre d'une disparition définitive de la scène. Mais elle refuse de céder. « Ma chance, c'est que j'ai toujours gardé la tête en l'air, » dira-t-elle plus tard. « C'est ce qui m'a permis de rester debout. » Cet état d'esprit sera sa bouée de sauvetage pendant les longs mois de rétablissement. Même clouée au lit, elle reste active en esprit et en voix. Durant sa convalescence, elle enregistre depuis son lit d'hôpital et en studio entre 2 séances de rééducation. En 1983, elle sort de nouveau 45 tours. En 1984, elle participe à Le Monde chante, un album collectif initié par Car France et piloté par Marie-Claire Noah, et rejoint La chanson de la vie, un projet signé Claude Lemesle et Alice Donna, avec 24 autres artistes. Ces engagements marquent son retour sur le devant de la scène, non pas comme une victime, mais comme une survivante. L'impact cumulé de ces 2 tragédies est impossible à mesurer pleinement. L'accident de 1963 lui a volé son rêve de cinéma et a laissé des séquelles physiques et intimes. Celui de 1982 a failli lui ôter ses jambes et a interrompu brutalement une carrière internationale en plein essor. À chaque fois, le coup fut dur. À chaque fois, la guérison fut longue. Mais jamais Isabelle Aubray ne s'est repliée.
Elle a reconstruit son corps, sa voix et sa place sur scène, lentement, avec force et sans amertume. Une vie sans mariage, mais non sans amour. Isabelle Aubray a également vécu une vie amoureuse privée, profondément émotionnelle, marquée par l'absence, l'amitié et la perte. Parmi les figures les plus importantes de son univers affectif, Jean Ferrat occupe une place à part. Leur amitié, qui s'est étendue sur près de 50 ans, reposait sur une affinité intellectuelle, une collaboration artistique et une affection sincère. Ferrat, célèbre pour ses mises en musique des poèmes de Louis Aragon, admirait profondément la sincérité d'Aubray, ses origines modestes et son engagement artistique. « Je venais d'un milieu ouvrier. Nos idées politiques n'étaient pas les mêmes. Lui était plus radical. Moi, j'étais pour l'harmonie et le consensus, » expliquait-elle dans une interview à RFI en 2011. Mais ces différences ne firent que renforcer l'estime qu'il lui portait. Il lui offrit une de ses chansons, « 2 enfants au soleil », et l'invita à faire sa première partie lors de sa tournée en 1961, à une époque où son nom commençait à peine à se faire connaître. Malgré leur proximité, leur relation ne fut jamais clairement définie publiquement. Pourtant, Aubray décrivait Ferrat comme l'homme de sa vie. Sa mort, en 2010, fut pour elle un déchirement. Aux yeux du public, ils étaient unis par leur amour commun de la chanson et de la poésie. Pour elle, il était un pilier, sans doute la présence affective la plus constante au fil de décennies marquées par les accidents et les renaissances. Une autre figure centrale fut Silvano Santorio, guitariste et arrangeur talentueux, qui accompagna Isabelle Aubray pendant plus de 30 ans. Leur lien était professionnel, mais aussi profondément personnel. Santorio l'accompagnait en studio et sur scène, lui offrant non seulement son talent musical, mais aussi une fidélité sans faille. Il fut à ses côtés dans ses tournées, ses enregistrements, et même lors de son concert d'adieu à l'Olympia. Sa disparition, en 2020, la laissa totalement seule. Ils partageaient tout, dira un témoignage. Sur scène, leur complicité était évidente. En coulisses, il était son plus solide soutien. Cette perte, après tant d'années de proximité, fut un nouveau coup porté à un paysage affectif déjà fragilisé. Les relations amoureuses d'Isabelle Aubray furent rares et complexes, surtout après l'accident de voiture de 1963 qui bouleversa à jamais sa vie. Cet événement ne lui ôta pas seulement un rôle prometteur au cinéma, il eut aussi des conséquences irréversibles sur son corps et sa vie sentimentale. L'accident lui causa 18 fractures, des blessures au visage et des séquelles médicales à long terme, notamment une infertilité. Elle le confirma avec pudeur lors d'un entretien au Parisien en 2016. « Je n'ai jamais eu d'enfant. Il y a eu mon premier accident, et les hommes de ma vie ne voulaient pas de ça. » Cette révélation en dit long sur la solitude affective qu'elle a pu traverser. Même si elle suscitait l'admiration et l'affection, notamment chez ses collègues musiciens, peu d'hommes furent prêts à accepter le poids, physique et émotionnel, qu'elle portait après l'accident. Les hommes qu'elle a aimés se sont éloignés, ou n'ont tout simplement pas su s'engager dans une vie marquée par la douleur et la résilience. Toujours digne et forte en apparence, Aubray n'a jamais nié le prix émotionnel d'une vie sans enfant ni compagnon durable. Au fil du temps, elle a fini par accepter que le modèle classique de la famille ne serait pas le sien, une réalité douloureuse, mais qui l'a aussi renforcée. Son impossibilité d'avoir des enfants est devenue une peine silencieuse qui l'a suivie toute sa vie. Dans ses interviews, elle n'en faisait jamais un drame, mais cette souffrance flottait entre les mots. Sans mari, sans descendance, sa famille choisie fut celle des musiciens et collaborateurs qui l'entouraient en tournée ou en studio. « C'était eux, ma seule famille », confia-t-elle un jour en parlant de son équipe. Et pourtant, même au sein de ce cercle choisi, la solitude réapparaissait parfois, surtout lorsque les années et les disparitions éclaircissaient peu à peu son entourage. Dans sa jeunesse,
Isabelle Aubray captivait par sa présence rayonnante, son charisme magnétique et une voix immédiatement reconnaissable. Sa sincérité et sa ténacité, surtout face à l'adversité, lui ont valu le respect des plus grandes figures de la chanson française. Jacques Brel, touché par son courage après l'accident de 1963, lui fit un geste exceptionnel. Il lui céda à vie les droits d'interprétation de sa chanson La Fanette, un symbole fort de solidarité artistique et d'estime personnelle. Elle partagea aussi la scène avec Salvatore Adamo dans les années 60, lors de leur première tournée. Adamo, alors étoile montante, se souvient d'elle comme d'une femme d'une force rare, mais d'une grande fragilité intérieure, marquée par le drame, mais résolue à chanter. Ces hommes l'admiraient profondément, artistiquement, humainement, et certains lui restèrent fidèles toute sa vie. Mais aucun ne fut l'homme d'un amour durable. Avec le temps, et la disparition progressive de ses amis et partenaires de scène, la solitude s'intensifia. La perte de Silvano Santorio, en particulier, laissa un vide indicible. Lors de ses funérailles, en juillet 2020, au crématorium du Père Lachaise à Paris, elle fut vue submergée par l'émotion. Leur lien n'avait jamais été défini publiquement, mais son importance ne faisait aucun doute. Il avait été son roc, son conseiller, son compagnon de création. La vie d'Isabelle Aubray ressemble à une ballade douce amère, faite de triomphes, mais aussi de grandes douleurs. 2 accidents tragiques, pas d'enfants, aucun partenaire durable. Et pourtant, elle a continué à chanter. Pensez-vous que la perte du rôle dans les Parapluies de Cherbourg a changé le cours de sa vie? Aurait-elle connu un autre destin sans ce premier accident? Dites-le nous en commentaire. Et si l'histoire d'Isabelle vous a touché, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour d'autres destins méconnus des légendes de la musique.